Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je suis avec Marja Tremblay, qui est toute en beauté. Merci. Bienvenue. Tu es infirmière clinicienne au programme de traumatologie de l'hôpital de Chicoutimi. C'est quoi le programme de traumatologie? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées, chère Marja? Eh bien, le programme de traumatologie, on est en fait toute une équipe composée de 2 infirmières, une ergothérapeute, physiothérapeute, une travailleuse sociale et une neuropsychologue. OK. Le volet infirmier, on a deux volets. On dessert la clientèle externe pour lesquelles on a reçu une référence suite à un diagnostic ou un événement de trauma crânien. Et on a aussi le volet interne qui fait appel à toute l'équipe que je viens de vous nommer là, pour OK. des gens mais qui sont hospitalisés pour des traumas crâniens ou autres blessures orthopédiques graves ou accidentées de la route. OK. Fait que dans mes journées, je fais un ou l'autre, soit des suivis téléphoniques des clientèles référées ou alors une prise en charge en équipe des patients hospitalisés. OK, OK. Mm. Et est-ce que ce genre de service-là, est-ce que c'est partout au Québec qu'on offre des programmes comme le vôtre? Malheureusement, non. Les recommandations dernièrement là, qui ont été révisées par l'INES souhaiteraient que ce type de programme-là soit présent là, dans les grands centres, mais c'est pas uniformisé encore là, Ah, par OK. rapport à l'ensemble de la province. Là. Donc, ce que Euh, ça veut dire, c'est que chaque ville à travers la province a sa façon de fonctionner avec des traumatismes crâniens? oui. OK. Et c'est quoi la spécificité de votre programme? C'est qu'en fait, puisqu'on est un centre universitaire aussi, puis qu'on est un centre reconnu de traumatologie, par OK. exemple, par rapport à des hôpitaux plus petits ou moins volumineux, puis qu'on a des équipes médicales variées, c'est pour ça qu'on a aussi l'occasion de bénéficier là, de toute cette équipe-là là, qu'on a ici. Là. OK. Mm. OK. Bon. Et fait qu'on offre les services autant qu'on soit hospitalisé ou qu'on soit à l'externe Oui, et on a accès à tous les professionnels. Et exactement. c'est ça, en fait, que l'INES propose comme étant uniformisé Comme à un travers? modèle qui serait optimisé et à mettre en place dès OK. que possible. Là. OK. Et vous couvrez, dans le fond, le Saguenay? Oui, puis on a également aussi un mandat pour ce qui est de la clientèle externe, là, de couvrir OK. également la Côte-Nord et le nord du Québec là, pour des références qu'on reçoit. OK. OK. Oui. Et est-ce qu'il y a des organismes que vous pouvez travailler en collaboration quand on a des personnes qui vivent un traumatisme crânien ou des proches qui accompagnent Mhm. des gens qui ont des traumatismes crâniens? C'est sûr qu'aussitôt qu'on fait l'évaluation du patient à l'interne ou à l'externe, aussitôt on établit les services nécessaires. Est-ce que la personne aura besoin de physiothérapie, d'ergothérapie ou d'autres types de services plus psychosociaux? Oui. Euh, Selon l'évolution aussi, certains patients ont besoin de réadaptation à l'interne ou à l'externe. Alors là, on parle de l'URFI de Jonquière ou dans certains cas aussi, par exemple, L'URFI, qu'est-ce que c'est ça, un URFI? c'est l'unité de réadaptation fonctionnelle Oh, intensive. OK, d'accord. C'est une unité qui se trouve à Jonquière et qui dessert justement en termes de OK, réadaptation uniquement là, OK. ce type Mais de c'est comme une clientèle. unité de vie, dans le fond. Oui, mais il voit aussi des patients sur une base externe. Mais Je oui, il y a comprends. des lits d'hospitalisation là, pour OK, cette URFI-là, là, OK, qui sont souvent dédiés là, pour nos cas de TCC sévères et modérés. OK, Ouais, je comprends, ouais. je comprends. Après cette parce qu'on parle comme d'une poursuite de l'épisode de soins, ces gens-là aussi, en quittant l'URFI ou à travers l'URFI, sont parfois référés, eux ou leur famille, là, vers des services communautaires, notamment là, la Maison Renaissance aussi, qui vient en aide aux personnes traumatisées sévères et à leur famille aussi. Là. Oui, absolument. Puis Mm. on avait une bonne nouvelle. En fait, le 11 mars dernier, 2024, on apprenait dans le fond qu'il y allait avoir la construction d'une maison Martin Matt Mm. qui vient en aide En aide, justement aux oui. Je pense personnes que qui ont des c'est une problèmes. excellente nouvelle là, Vraiment, pour hein, notre quelle belle clientèle. réussite. Oui, Wow! oui, Effectivement, ça veut dire que la demande est là puis que les besoins sont présents. oui. Est-ce que tu es en mesure ça représente combien dans la population de gens qui ont des traumatismes crâniens? Je ne sais pas si peut-être c'est léger, moyen, sévère, ou c'est globalement? Les statistiques des dernières années ont quand même beaucoup varié, soit OK. peut-être en raison de la pandémie, peut-être qu'on a moins de références, par exemple, parce que les gens vont peut-être moins à l'urgence, ça peut arriver, mais Vous on a voyez une diminution? une variation d'une année OK. à l'autre. Puis si OK. je remonte jusqu'à 2019, euh, annuellement, on a en moyenne plus de 1000, des fois 1400 références externes pour des suivis téléphoniques et prises en charge là, pour OK. des TCC légers. À OK. l'interne, Léger. c'est très variable là, quand je parle d'hospitalisation là, Mhm, pour des mhm, modérés sévères aussi. C'est très, très variable d'une année à mhm. l'autre. OK.
Mais justement, là, on parle de traumatisme léger, traumatisme moyen, traumatisme grave, sévère. C'est j'ai envie de te demander c'est quoi la distinction, mais avant ça, c'est quoi un traumatisme crânien? Parce qu'avant, on appelait ça une commotion cérébrale. Ouais. Ça existe encore, ce mot-là? On peut-tu dire ça encore? Ça avait été retiré du vocabulaire, mais là, OK. récemment, l'INES ont revu certains critères diagnostiques, puis ça va revenir un peu aussi dans le vocabulaire, mais sous différents. Ils vont avoir séparé les deux types de trauma crânien léger. De type commotionnel et de type. OK, ça va être intéressant. Tu vas oui. pouvoir nous expliquer ça. Exactement. Donc, un trauma crânien, en fait, c'est un impact de force qu'on reçoit au niveau de la tête, du visage ou du cou, puis qui OK. va entraîner des symptômes immédiatement au moment de l'impact ou dans les 48 heures suivantes. Ça, c'est la OK. définition d'un trauma crânien. C'est certain qu'on parle de trauma crânien léger quand on a des, la description le dit, là, de symptômes beaucoup plus légers qui peuvent durer environ jusqu'à 3 mois. Ça peut arriver que certaines personnes aient un diagnostic de TCC léger et il y a des symptômes variables jusqu'à 3 mois. Les gens, en général, ne gardent pas de séquelles d'un trauma crânien léger. Certaines personnes vont en avoir, mais avec une prise en charge en réadaptation et tout ça, d'habitude, les gens s'en sortent très bien aussi. Quand on parle du TCC modéré à sévère, c'est quand même différent. Ces gens-là vont avoir des symptômes plus importants immédiatement après l'impact. On parle de la perte de conscience, la confusion. L'imagerie va souvent aussi être positive. Ça, c'est le volet plus médical. C'est pour moi qui demande les imageries, mais souvent, ils vont avoir des trouvailles au TACO, à l'IRM, puis ils vont avoir besoin de réadaptation et de rééducation pendant une beaucoup plus longue période. Et le degré de séquelles est quand même assez variable aussi. C'est sûr que quand on est rendu au degré sévère, la plupart ont des séquelles assez importantes, sauf exception d'une personne en excellente forme, très jeune, qui a été pris à temps et qui a énormément de réadaptation. Il y a de ces gens-là qui, malgré le diagnostic de TCC sévère, vont reprendre le travail, reprendre un certain degré d'autonomie. Mais malheureusement, pour une autre portion, ils demeurent avec des séquelles puis avec des besoins de soutien et de support de leur famille. C'est quoi le genre de séquelles qu'on peut garder justement d'un traumatisme crânien sévère? Ça peut être des séquelles motrices, parce que c'est sûr que le cerveau a vécu une blessure assez grave, donc ça peut être des séquelles motrices, ça peut être des séquelles de coordination, de mémoire, ça peut être des problèmes d'attention, concentration, des troubles émotionnels aussi. C'est parfois des gens qui sont plus impulsifs, qui ont de la difficulté à prendre certaines décisions. C'est pour ça que est-ce que c'est en fonction, dans le fond, de où est-ce que c'est arrivé, je présume, la chute? Parfois, oui. D'autres fois, pour tout ce qui est plus cognitif, un peu moins, mais pour ce qui est... Si on a vraiment un trauma, par exemple, pénétrant à un certain endroit du cerveau, c'est sûr que c'est à cet endroit-là qu'on va avoir des problèmes de motricité. Je comprends. Il y a certaines zones qui gèrent plus le langage, d'autres zones qui gèrent plus les émotions. Fait que c'est parfois en lien aussi. Mais d'autres fois, même chez le TCC sévère, la blessure est un peu ce qu'on appelle diffuse. Le cerveau est blessé comme un petit peu partout, donc à ce moment-là, c'est difficile d'établir initialement quelle seront... avoir une pyramide de symptômes là, qui va être comme... Oui, puis qui vont évoluer de façon différente aussi à travers le temps. OK. Donc, il y a certaines séquelles qui sont récupérables, alors que d'autres, ça va être des atteintes permanentes. Là. On ne peut jamais parler d'atteinte, rarement d'atteinte permanente tout de suite. On les présume, mais on ne peut pas les calculer ou les prédire. On dit, bon, il y aura sûrement des séquelles quand on est devant tel diagnostic, puis avec telle imagerie, et de préciser le degré ou la durée, c'est toujours un petit peu difficile. Fait que ces cas-là arrivent quand même plus rarement, mais et ils sont beaucoup plus francs à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. Si on ramène justement avec les traumatismes plus légers, il y a beaucoup de mythes là, associés à tout ça. J'ai envie qu'on les démystifie ensemble. Est-ce que des fois, c'est quoi les symptômes justement d'un traumatisme, on va dire, plus léger? Tantôt, tu as dit qu'un traumatisme moyen, dans le fond, on pourrait avoir comme une perte de conscience. Moi, j'en ai déjà fait un traumatisme crânien, puis il était léger et j'ai perdu conscience. Oui. Donc, ça, c'est un de nos critères diagnostiques, une perte de conscience de courte durée. De courte durée, d'habitude, c'est de moins d'1 heure. Ça nous indique que c'est un signe de TCC léger. Une période de confusion de moins de 24 heures et une période d'amnésie aussi de moins de 24 heures. Ces critères-là, comme je dis, sont quand même appelés à changer. Je ne les ai pas encore maîtrisés par cœur. On vient d'avoir les nouvelles recommandations, les nouvelles
directive de critères diagnostiques de l'INES, c'est sorti le 14 février. C'est un outil justement qu'on est en train de remettre à jour avec nos façons de faire le dépistage, puis nos façons d'approcher le patient. Mais grosso modo, ça reste quand même ces mêmes critères-là. Il y en a seulement peut-être quelques petites variations qui vont s'ajouter, puis qui vont nous permettre en fait d'élargir un petit peu ces critères diagnostiques-là pour parler plus, par exemple, de commotion cérébrale ou d'autres types ou de parler de ce qu'ils appellent un trauma crânien, mais sans certains critères diagnostiques, mais qu'on va quand même prendre en charge. OK. C'est ce type de modification. Puis mettons la différence avec une commotion cérébrale, ça va être quoi? C'est quoi la différence entre les deux pour dire que c'est une commotion versus que c'est un traumatisme crânien? Ça peut être qu'il n'y a pas eu de perte de conscience, ça peut être... Donc, une commotion cérébrale, ça serait quelque chose de vraiment encore moins grave, si on veut, que... C'est dans la même type de gravité. C'est en fonction des critères de diagnostic que ça va avoir changé, mais pour nous, en équipe, ça va être la même trajectoire de prise en charge, les mêmes recommandations, les mêmes enseignements qu'on va donner aux patients. OK. C'est quoi le plus-value, bah? C'est dans le but aussi de changer un petit peu nos pratiques. Parce que auparavant, lorsqu'un patient ne rencontrait pas des critères plus serrés, ben, des fois, on écartait un peu ou on n'avait pas l'option, par exemple, d'offrir des services à ces patients-là parce qu'on n'était pas devant un diagnostic confirmé. Au fur et à mesure, ça va nous permettre d'optimiser ça aussi. Je comprends. Il y aura aussi rattaché à ça, éventuellement, dans les prochains mois, il y a un projet pilote pour faciliter les références pour ces patients-là. Les patients, au lieu d'avoir des références téléphoniques ou par fax qu'on recevra au programme, ça va fonctionner par texto, en fait. C'est un programme qui va leur poser des questions pour savoir, on est au jour 2, avez-vous encore tel ou tel symptôme, comment allez-vous? Puis en fonction des réponses du patient, là, ce patient-là va nous être transféré. Donc ça va... Mais là, j'ai comme une question qui me... Est-ce que c'est un mythe, justement? Peut-être que c'est ça, là, mais quand on vient de vivre un traumatisme crânien, il n'est pas recommandé de ne pas être en contact avec des écrans? Et là, si tu m'envoies un texto... Un petit texto court, c'est quand même pas comme une lecture ou comme slider sur Instagram. C'est quand même différent. Mais en tout cas, c'est l'approche qui a été retenue pour rejoindre peut-être plus facilement les patients. Oui, c'est sûr que nous, en dépistage téléphonique, des fois, on a de la difficulté à rejoindre les patients parce que là, on est sûr. Puis ça leur transmet... C'est supposé leur transmettre automatiquement certains conseils cliniques. Ah oui, on transmet déjà. Au lieu d'un petit pamphlet que peut-être que tu n'auras pas amené parce que X, Y raison. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait justement quand on a eu le diagnostic ou qu'on est pas mal certain qu'on a fait un traumatisme crânien? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'aller à l'hôpital? C'est quoi la marge, en fait, entre... Parce qu'il y en a plusieurs qui doivent se faire mal, mais que tu dis, je ne vais pas aller à l'hôpital pour ça. Mais des fois, en tout cas, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Bon, la première des choses, c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, de savoir, parce que... Puis d'avoir un témoin. Est-ce que, je me suis cognée la tête, j'ai perdu conscience. Si une personne nous confirme qu'il y a eu perte de conscience, qu'il y a de l'amnésie, qu'on est confus, tu sais, c'est sûr que cette personne-là, oui, doit consulter quand même assez rapidement. Est-ce que ça doit toujours passer par l'urgence? Pas nécessairement, mais tu sais, dans les 48 heures, on devrait quand même être vu par un professionnel de la santé. Médecin de famille, urgence. Physiothérapeutes aussi peuvent faire certaines évaluations puis donner des recommandations aussi. Encore plus si on a des signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, si la confusion persiste, si on a des problèmes de motricité, des problèmes de langage, si on a des convulsions. On parle des fois de la somnolence. On dit des fois qu'il ne faut pas faire dormir quelqu'un qui aurait un traumatisme. C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? Pas faire dormir. Bon, c'est sûr qu'il faut observer l'état de conscience. Si la personne devient somnolente, en effet, il ne faut pas encourager ou garder cette somnolence-là. Il faut aller consulter, il faut aller se faire évaluer par un médecin. Une fois que ça s'est fait et qu'on est rassuré qu'il n'y a pas de complications, on doit en fait dormir les premiers 48 heures. On doit en fait faire ce qu'on appelle la période de repos initial, se reposer. Fait que ça serait correct à ce moment-là, une fois qu'on a écarté une possibilité de complications. Oui, d'aller se coucher, d'aller se reposer, d'éviter les écrans dans ce premier 48 heures-là, puis vraiment de faire notre repos pour après reprendre graduellement les activités selon l'évolution des symptômes. Pourquoi éviter les écrans? Qu'est-ce que ça fait? L'écran, surtout quand on a parlé du cellulaire, en dehors d'une petite lecture rapide pour mon texto, c'est sûr qu'il est... un autre des symptômes qu'on a moins parlé du trauma crânien, c'est ce qu'on appelle la photophobie.
Oh, OK. L'œil va devenir La lumière! sensible à la lumière des néons, la lumière des écrans. Ah oui, Puis je me ça va rappelle la créer lumière, un c'était inconfort horrible. assez intense. Puis le fait de solliciter aussi le cerveau pour la lecture, pour gérer toutes les images qui bougent en même temps, c'est beaucoup pour le cerveau. Fait qu'on évite les écrans, les cellulaires, les jeux vidéo pour les jeunes. Mmh Euh, mh. on évite surtout les premiers Mmh. 48 heures. On pense souvent que être devant un écran, tu te relaxes, alors que pas du tout. Ton cerveau, Non, il non, il est travaille constamment en énormément quand tu fais activité. ça. Exactement, C'est de exactement. la stimulation Mm, énorme. exactement. OK. Donc, une fois ce 48 heures-là passé, là, on peut voir si on peut reprendre graduellement, selon notre tolérance. C'est OK. sûr que si après 48 heures, on a encore beaucoup de sensibilité à la lumière, qu'on a encore beaucoup de maux de tête, de fatigue, ben, on devrait poursuivre encore là, cette abstinence-là d'écran, mais de les réintroduire graduellement. On ne veut pas non plus que la personne, même passé le 48 heures, se mette dans une bulle, dans le noir, ferme les télés, ferme les rideaux, puis se coupe. Ça aussi, c'est une très mauvaise stratégie. On veut OK. vraiment les réintroduire, mais graduellement. OK. Ce serait quoi, mettons, justement, je dis, mettons, ton top 5, mettons, de choses à ne pas faire puis de choses à faire? Tu sais, comme quand on a statué que tu avais un traumatisme crânien Ouais. léger. Je suis de retour à la maison. Bon, pendant mon prochain 48 heures, pas d'écran. Y a-tu d'autres choses, en fait, qui est recommandé, qui est préférable pour. On évite la consommation d'alcool ou de drogue Ah, également aussi. j'avoue, hein? Mais c'est surprenant. Il faut quand même le répéter là. Parce que bon, ça va créer plein de symptômes, puis ça va créer un stress aussi pour le cerveau. On évite les situations bruyantes, puis on va éviter au moins le premier 48 heures de faire du sport. Après ça, on verra de quelle façon on pourra le reprendre graduellement. Est-ce que l'éviter de faire du sport, c'est dans le but d'éviter une chute? Surtout, mais aussi des fois parce que l'accélération du rythme cardiaque, le fait de OK, ouais. bouger, des fois, va augmenter les symptômes. Ce qu'on voit aussi beaucoup chez nos patients, c'est que bon, ils ont une commotion cérébrale, mais en fonction de comment ils sont tombés, ils ont chuté, ils ont été blessés, bien, ils ont aussi souvent beaucoup des blessures au niveau de la colonne cervicale, OK, des ouais. entorses, des douleurs. Fait que ça aussi, il faut quand même encadrer la reprise du sport en fonction de ces deux Je comprends. composantes-là. Donc, peut-être d'aller se faire évaluer justement avec un Oui, physiothérapeute pour être en mesure est-ce que de voir s'il n'y a pas une atteinte physique, puis Mhm. j'aurais peut-être besoin de C'est réhabilitation ça. Est-ce que physique à c'est ce une tension, niveau-là. par exemple, cervicale, Oui, qui exact. cause les maux de tête, qui se réfère dans les Oui. maux de tête, puis qui aurait besoin de manipulation, de traitement par un physiothérapeute? Mhm, Ça mhm, aussi, ça peut être... mhm. mm. Et là, quand tu nommes tantôt que de se mettre dans une bulle de noir, c'est pas nécessairement bien, qu'est-ce que justement, là, après le 48 heures de repos, est-ce que là, on n'est plus, je commence qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour commencer à reprendre et voir comment on évolue justement? Mhm. Et puis, Ben, première des choses, bon, est-ce que je tolère la lumière ambiante? Est-ce que je tolère les fenêtres ouvertes? OK, ouais. Est-ce que je tolère le bruit qui... Tu sais, juste de voir ça, tu sais. Si on se sent capable, on va prendre une marche, on essaie graduellement de reprendre nos activités. Mhm, mhm. C'est sûr que là, des fois, les gens ont des enjeux de retour au travail, ils n'ont pas toujours un billet, par exemple, d'arrêt de travail. Ouais. Fait qu'il faut quand même y aller graduellement. C'est d'essayer d'établir notre tolérance. Bon, est-ce que j'ai beaucoup de fatigue? Je tolère combien de temps d'activité? D'établir un peu cette tolérance-là. Puis, aussitôt qu'on sent que le symptôme va augmenter, que ce soit la fatigue, le mal de tête ou la sensation de douleur au niveau des yeux, on applique la gestion des énergies. On prend des pauses de 15 à 20 minutes dans lesquelles on va se retirer, un endroit calme, on s'assoit, on peut fermer les yeux mais s'endormir pour essayer de recharger notre batterie, pour essayer de repartir un peu notre cerveau, puis après, on peut reprendre graduellement notre activité. Les Puis fameuses ça, pauses cognitives. oui, oui. Puis ça, on va l'appliquer aussi longtemps que nécessaire. Il n'y a pas de date limite. C'est sûr que l'objectif de ça, c'est de ne pas laisser le symptôme trop augmenter et C'est aussi ça. de graduellement augmenter notre tolérance à l'effort Mhm, cognitif mhm, ou à la stimulation. mhm. Moi, comme on m'avait expliqué ça, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, c'était que quand tu as une douleur physique, tu sais, des fois, l'équipe médicale va me dire attends pas d'avoir trop mal avant de demander ton calmant. Tu sais. Non, exactement. Mais la pause cognitive, parce qu'il n'y a pas de médicament pour la commotion, là, tu sais, fait que la pause cognitive, c'est un peu ça. Attends pas d'avoir les symptômes qui deviennent extrêmement C'est ça. douloureux, puis que là, tu tombes en migraine, puis que là, tu as vraiment mal. Mhm. De faire cette pause-là, ça décharge. Tu dors pas nécessairement, mais tu te. C'est ça. Eh mon Dieu, c'était tellement efficace, je le fais encore. Parce que c'est devenu, je trouve, une belle pratique. C'est comme un peu d'être dans un état un peu méditatif, sans nécessairement dire que tu médites pour Mhm. autant, là, mais tu sais, C'est ça. fait que ça calme le cerveau, puis ça te Exactement. permet de te Puis, recharger. c'est ça, on suggère ça aussi longtemps que nécessaire.
trouver un endroit propice, Mhm. calme, que ce soit à Mhm. l'école, que ce soit... Puis on le suggère beaucoup dans le cadre de nos protocoles scolaires qu'on envoie là, Mhm. pour les Mhm. jeunes à l'école, mais Mhm. pour les gens plus âgés au travail aussi, on suggère ça beaucoup. Et là, on se dirige quand même bientôt vers la fin, mais je ne peux pas passer sous silence qu'il y a je trouve, je sais pas, c'est peut-être un mythe encore là, on va le démystifier ensemble. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir eu un traumatisme crânien, qui n'ont pas de séquelles, c'est pas considéré comme étant moyen ou grave, mais que, donc, on est dans le pas mal léger. Tantôt, tu nous dis que c'est assez rare d'avoir des séquelles à long terme, mais que, ah non, depuis que j'ai eu mon traumatisme crânien, j'ai plus telle tolérance, ou j'ai plus ci, ou j'ai plus ça. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que malheureusement, on a encore aujourd'hui ce qu'on appelle des références tardives, où on a des gens qui nous sont référés 3 mois et plus après l'accident. L'événement, OK. Fait que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on revient quand même sur l'événement pour essayer d'établir un diagnostic clair. OK. Est-ce que lors de l'événement ou dans les 48 heures après est arrivé tel ou tel symptôme? Comment ça s'est présenté? Puis on essaie de rassurer la personne là-dedans. C'est sûr que d'autres fois, on a alors l'opinion contraire, parce que si, par exemple, la personne dit « j'ai des maux de tête depuis 3 mois et quelques semaines avant le début de ces maux de tête-là, je m'étais cognée dans ma salle de bain », si c'est quelques semaines avant, alors c'est autre chose. Des fois, on essaie d'équiper puis de guider aussi les gens dans ça aussi pour les aider à gérer le symptôme ou les aider à trouver une autre cause à leurs symptômes. C'est sûr que si on a la confirmation qu'on est vraiment devant un TCC et qu'on a eu malheureusement une référence tardive, on va quand même reprendre nos... On repart à la base. On repart à la base. On On commence peut par s'en appliquer sortir. la base. C'est ça que ça voudrait dire. Oui. Ça sera pas comme, bon, il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Non. OK, c'est c'est sûr rassurant. que là, on est devant peut-être on a peut-être cristallisé un petit peu les symptômes. Malheureusement, là, ils sont installés puis sont des fois un petit peu plus difficiles à gérer, mais on commence par donner les mêmes recommandations qu'on donne à la base. Puis à ce moment-là, si on voit qu'après 1 ou 2 suivis ou qu'après certaines interventions, il faut s'assurer aussi que la meilleure personne qui peut s'aider, il faut que ce soit le patient lui-même qui mette ça en place. C'est sûr que si j'ai un patient qui, justement, se plaint de symptômes qui durent plus de 3 mois, mais n'applique pas les pauses, écoute pas les se couche recommandations. tard, consomme de l'alcool, des drogues, ou un rythme de vie qui lui permet pas Ça sera pas à cause du TCC, c'est à cause de tes habitudes de vie. Dans certains dans cas. tes choix. C'est ce qu'on essaie aussi d'enseigner, puis notre patient, c'est lui-même qui doit aussi s'aider dans certains cas. Mais je vais reprendre encore mon exemple personnel. Puis là, moi, j'avais vu à ce moment-là, c'est là que j'avais été référée à la neuro aussi, parce que j'écoutais pas. Mais parce que, en fait, c'est pas toujours de la mauvaise volonté. Des fois, c'est un manque C'est parce d'enseignement. que je recommençais à travailler, mais j'ai recommencé à travailler trop vite. Puis on était pendant la pandémie, donc tout était en virtuel. Fait que j'étais pas capable. Fait que je voyais des clients, puis là, ben, fait que ça faisait en sorte que j'avais des symptômes. Puis on avait tous à ce moment-là un stress. Oui, tout le en monde, plus, on était tous pas dans notre état normal. Le stress, l'anxiété, les autres problématiques, parce qu'on a tous des vies. Puis, tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est difficile aussi, puis ça a un impact sur la guérison, sur la récupération, puis sur la possibilité que les gens aussi ont de mettre en place les recommandations dans leur vie. Mais la différence, tu sais, c'est parce que ce qu'elle m'expliquait, puis j'avais tellement trouvé ça merveilleux, elle me disait, si tu avais un plâtre, tu pourrais pas aller faire ton activité. Non. Là, c'est juste que tu le vois pas. Mais ton cerveau, il est tout inflammé, là, tu sais, fait qu'il faut que si tu le fais pas, ça va continuer. Puis là, ben, éventuellement, peut-être que là, oui, tu pourras plus faire la job que tu aimes faire, parce que si tu prends pas soin, mais ça sera pas à cause du TCC, ça va être parce que tu n'auras pas mis en place qu'est-ce qu'il faut. Ça m'avait pris... c'était confrontant, mais en même temps, c'est correct. Là, ça fait partie des... Tu sais, il faut être capable de le prendre. Puis à ce moment-là, mais j'avais reculé pour mieux après rebondir, ça. Exactement, pour mieux réavancer par la suite. Puis heureusement, j'ai pu de... Tu sais, ça va, ça a été terminé. Mais elle m'avait parlé justement de cette espèce de roue de toutes les... pour évaluer toutes les sphères, en fait, de la vie de la personne. Et là, d'évaluer, qu'est-ce qui pourrait être autre que le TCC, tu sais? Puis... On appelle un facteur défavorable ou c'est ce qui nous... mais j'ai l'impression que l'enseignement, l'éducation, le fait d'expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire en ce moment peut vraiment permettre de prendre les bons moyens pour de mieux prendre en charge. Éviter. Parce que c'est une blessure invisible, c'est ça. Les gens ont des manifestations, des symptômes physiques ou émotionnels ou autres, puis c'est invisible. Fait que on peut pas gérer ça comme une fracture ou comme un bras qu'on met une écharpe puis on repart une fois que c'est guéri. C'est différent, là. Oui, c'est ça, exactement. En terminant, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que
quand il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de commotions ou de traumatismes, là, justement, est-ce que, tu sais, quand on dit il faut plus qu'il en refasse, ou c'est quoi la réalité, en fait? Il y en a qui ont des sports extrêmes ou qui ont des activités, il y a des environnements qui sont plus propices que d'autres. Oui. Qu'est-ce qui est recommandé dans ce temps-là? D'arrêter son sport ou d'arrêter? C'est rare en fait, moi, en phase aiguë, je veux dire, on ne recommande pas d'emblée arrêter tout type de sport, arrêter le hockey. On l'arrête, oui, temporairement, jusqu'à récupération des symptômes, puis selon notre gradation, après, on va pouvoir reprendre ce qu'on appelle les sports de contact, mais ça prend différents critères puis une belle récupération du patient. Quand on a plusieurs TCC, ce qui va arriver, c'est qu'on n'est pas plus sensible à en faire. Ça, c'est une fausse croyance aussi. Okay. C'est pas parce que j'ai déjà eu 3 TCC que je vais le prochain, ça va être un grave. Non, ben, les gens pensent qu'ils vont s'en faire un plus facilement. Qu'un impact plus bas va leur causer, encore une fois, un TCC. Comme si ça avait fait une fragilité, là. Non, c'est ça. La fragilité, elle va être là dans l'intensité de certains symptômes ou sur la durée de certains symptômes, mais pas pour tout le monde non plus. Il y a certaines personnes qui ont eu plusieurs TCC et qui, en plus, si lors des précédents ont eu des symptômes sur une plus longue période, s'ils en font un nouveau, malheureusement, risquent d'avoir encore peut-être certaines difficultés. Ça arrive aussi. Je comprends. Mais on ne recommandera pas en général quelqu'un qui fait du hockey arrêter complètement le hockey. C'est très peu probable qu'on recommande ça d'emblée, surtout pas. Donc, en résumé, quand on a l'impression, qu'on sent ou qu'on pense que soi-même ou un proche a eu un TCC, on n'hésite pas, en fait, à consulter pour aller s'assurer qu'on ne prenne pas la chose tardivement. Exactement. Puis avoir, dès le départ, les bons enseignements, les bonnes recommandations pour pouvoir les appliquer soi-même aussi à la maison, parce que on consulte, mais après, on repart avec notre bagage pour gérer nous-mêmes nos symptômes. Puis, mais nous, l'équipe, puis les autres professionnels aussi, on est là pour, en cas de... Si les symptômes persistent aussi, on peut... Absolument. Puis si aujourd'hui vous nous écoutez puis que vous dites oh ben là moi j'avais pas consulté, j'ai encore des symptômes, ça fait plus de 3 mois ou quelque chose, ben pas, ben il est pas trop tard, c'est ce qu'on comprend aussi. Donc tu sais, aller de l'avant pour aller évaluer le tout pour être en mesure de pouvoir être bien. Puis par la suite, ben on écoute les recommandations pour être en mesure de pouvoir se récupérer plus rapidement. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va porter des séquelles à long terme, justement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Non, exactement. Merci énormément, Marja, d'avoir été avec nous. C'est très, très apprécié. Je vais mettre... on va partager aussi, en fait, les coordonnées du programme. Oui, les coordonnées, tout à fait, exactement. Et aussi de l'association, parce que, tu sais, des fois, les gens au niveau communautaire et tout ça, je pense que c'est important. Et merci encore une fois d'avoir été avec moi. Merci. Merci de m'avoir reçu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.